Donc, on se retrouve aujourd'hui, on se dépose. J'aime ça, ce nouveau terme-là. Je vois beaucoup de doulas puis de gens qui font de la pleine conscience, qui disent « je me dépose ». Donc, je me dépose aujourd'hui avec vous pour lire des threads Reddit. Donc, c'est ma nouvelle passion. Vous allez voir, je vais commencer à faire un peu plus de contenu là-dessus. Je trouve personnellement que c'est un sujet assez tabou. Puis on fait beaucoup comme si de rien n'était et comme si c'était la plus belle chose qui nous était arrivée pour notre couple d'avoir des enfants. Et souvent, c'est effectivement une très belle chose dans notre vie, mais parfois sur notre couple, c'est très difficile. Puis là, je voulais avoir des exemples concrets parce que même si je vous parle juste de ma réalité et mon couple, ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Puis j'ai tellement eu de belles réponses que je suis certaine que vous allez vous retrouver. Puis est-ce que j'ai des solutions à vous apporter à la fin de tout ça? Certains en apportent, mais au final, je pense que c'est surtout pour qu'on se sente mieux puis qu'on se sente pas tout seul que je fais cette capsule-ci. Et pour ouvrir la discussion là-dessus. Donc avant de commencer, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce qui pour vous a changé quand vous êtes passé du couple à la famille. Donc initialement, ma question justement c'était ça, et puis j'ajoutais évidemment beaucoup de choses changent dans la transition couple à famille, mais je remarque de plus en plus de couples qui se séparent dans les premières années de vie, je parle ici de 0-4 ans, des enfants. Alors je me demande, quel a été votre plus gros enjeu et comment l'avez-vous traversé ou pas? Puis je vous avise qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas lu. En fait, la majorité, je les ai pas lus parce que je voulais vraiment vous faire des réactions qui étaient très, très authentiques et très, très... on découvre tout ça ensemble et non, je les ai lus, sélectionnés, puis on regarde ça ensemble. Donc, c'est souvent des pseudos pas lisibles et pas compréhensibles, donc je vais donner des noms fictifs. Donc ici, on a Arnaud qui dit « Pas trop eu de soucis de notre côté, mais communication plus. » Un collègue qui vient d'être papa m'a parlé d'un pacte qu'ils ont fait, lui et sa conjointe. Quoi qu'il arrive, hormis violence bien sûr, pas de séparation avant d'avoir passé les 2 ans de l'enfant. C'est bien sûr une façon de parler, mais ça permet de bien se rappeler que cela peut être une période de mise à l'épreuve pour le couple et qu'il convient de ne pas prendre de décision hâtive dans ce cadre. Il y a quelqu'un qui a commenté « Don't split until you sleep » est une bonne règle. C'était la première fois que j'entendais cette règle-là, puis Dieu sait que j'en ai des amis parents à qui on jase de tout ça. Je trouve que c'est vraiment une approche intéressante. Je trouve que ça fait quand même du sens parce que justement, dans les 2 premières années, pas beaucoup de sommeil, plus irritable, il y a beaucoup de choses qui changent avec l'enfant, fait que je pense que ça permet de prendre un pas de recul et aussi de se mettre en perspective que ça sera pas nécessairement comme ça tout le temps. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le bout qui m'accroche, que je trouve que ça fait vraiment du sens. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette fameuse nouvelle pensée que moi je découvre, là, que pas de séparation avant les 2 premières années de l'enfant. Ici, on a Elodie, pas séparée, mais presque. Ça part fort. Pour nous, c'est le manque de communication et le manque de projets communs. Notre vie était devenue notre bébé, plus de hobbies, 0 sortie, etc. J'avais souvent besoin de mon conjoint pour parler après une dure journée, mais je ne me permettais plus ni l'initiative de le faire parce que j'avais peur d'être interrompue par un bébé qui pleure. Ça a été mieux vers 18 mois quand elle a commencé la crèche. Ça, je crois que c'est un commentaire français parce que la crèche, nous, on dit pas ça au Québec. Je pense que c'est la garderie, la crèche. Mais effectivement, c'est un bonheur de se retrouver 100% en tant que mère et il y en a beaucoup aussi qui ont besoin de se retrouver en tant que femme. Je pense que le besoin de chacune et de chacun, mais je vais me permettre de parler un peu plus aux femmes ici parce que c'est une réalité que je connais plus par mes amis et moi-même. Je remarque que certaines pourraient être vraiment comblées par cette réalité-là alors que d'autres se voient vraiment mal dans cette réalité-ci. Donc il y en a qui sont complètement fulfilled en étant mère et d'autres cherchent à retrouver la femme. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous cherchiez à retrouver la femme derrière la mère ou est-ce que vous étiez tellement bien dans votre rôle de mère que tout de ces petits moments-là vous comblaient? Moi, je peux vous en parler parce que pour Mathéo, je recherchais la mère et pour Octavia, j'étais tellement bien et épanouie dans mon rôle de mère que la femme s'effaçait complètement. Donc, je pense que ça dépend des femmes et ça dépend même des grossesses. Ensuite, ici, on a Noémie. Mon fiancé m'a quitté après 3 mois de notre fille. Il n'a pas supporté de perdre sa liberté d'avant. Oh my god.
Ça me fait vraiment grincer des dents. Il n'a pas supporté non plus le manque de relations pendant quelques mois dû à mes complications de grossesse. Dû à n'importe quoi, ma belle, je comprends. Je comprends. Mais là, en plus, c'est dû à tes complications de grossesse. Quand même bien que ce soit juste d'attendre de la guérison de je suis pas bien encore dans mon corps, de j'ai besoin de temps pour moi. Puis juste, ça me tente pas, c'est valide. Et c'est correct. Je tiens à le dire parce qu'on a, je vais pas dire toutes, mais plusieurs d'entre nous ont eu besoin de se le faire dire, alors je te le dis. Si c'est ton cas, je te le dis. Il n'a pas ressenti la vague d'amour pour notre fille que ses amis pères lui avaient dit qu'il ressentirait à sa naissance. Je pense honnêtement qu'il a fait une dépression postnatale. C'est ça que j'allais dire. Et j'espère qu'il va guérir et revenir avec nous quand il se sentira mieux parce que nous étions très heureux ensemble. Notre fille a presque 6 mois maintenant, donc on verra bien, il ne l'a pas revue en personne depuis ces 3 mois. Elle espère qu'il va guérir, ça c'est correct, et revenir avec nous quand il se sentira mieux. Nous étions heureux ensemble. Dans les 3 mois où il a été là, et pas bien, et il n'a pas senti de grosses vagues d'amour, qui n'a pas laissé ça se développer non plus, en 3 mois, je te dirais que je connais aucun papa ou très peu de papas qui ont eu un coup de cœur à la naissance. J'en connais très peu. Je sais que ça existe, j'en connais aussi, mais la majorité des papas de mon entourage, ils ont vraiment eu le coup de cœur quand l'enfant il a commencé à grandir. Fait que je trouve ça vraiment dommage. Je vais arrêter de mettre des gants blancs, ok? C'est un lâcheur, c'est quelqu'un de pas fiable, puis franchement, je pense que t'es mieux sans lui. T'es mieux sans lui, puis de toute façon, s'il revient, qu'est-ce qui te dit en toi que tu vas pas tout le temps dire « Ah, il peut partir à n'importe quel moment, on n'est pas assez, il faut qu'on soit... » Non. Non. Puis on veut pas transposer ça non plus sur Cocotte. C'est pas le genre d'amour qu'on veut lui montrer à accepter pour elle-même non plus. Fait que je te connais pas, je donne mes conseils non sollicités. Mais moi, je te souhaite de te protéger de cet homme-là. Je te souhaite que le jour où il va revenir, parce qu'un jour il va revenir, tu sois assez forte pour toi et ta fille pour lui dire non. Je ne le juge pas niveau santé mentale, mais pour moi, ça c'est un acte très, très, très lâche. Et je n'ai aucun respect pour ça. Aucun respect pour un parent qui est lâche. Je suis désolée, je l'ai dit. C'est mon avis. Élise, ici, nous dit « De mon côté, ça a été la mauvaise répartition des tâches ménagères et l'éducation des enfants. On avait des avis différents, lui trop sévère et moi trop laxiste. Et le reproche qu'on faisait vis-à-vis de ça. On s'est séparés pendant 1 an et on s'est réconciliés grâce à un psy de couple. » Je trouve que c'est vraiment une belle démarche. Je suis vraiment contente pour vous que ça ait fonctionné puis que vous avez pu revenir ensemble. Puis, j'ai tellement d'amis qui n'ont pas d'enfants qui disent « Ah, mais il me semble que tu discutes de ça avant, là, votre façon d'élever et tout. » Oui, on a tout fait ça. C'est quand tu arrives dans le vif du sujet, quand tu es vraiment dans le feu de l'action, que tu te rends compte que, oh, finalement, moi, je suis vraiment différente de ce que j'aurais cru. Et mon conjoint, même chose. Donc, c'est là que tu te rends compte, en le vivant, puis en étant dedans, que tu te rends compte, vos différences sont là, puis même si vous étiez sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de choses qui changent, et je trouve aussi que notre individu change en étant parent, puis ça aussi, c'est notable. Puis ça a un impact sur tout le reste. On a Claire ici qui nous parle d'un papa absent. Le père de ma fille était absent, parfois 4-5 jours d'affilée, je comprends ça, et avait des préjugés sur ce que c'était de s'occuper d'un bébé. Avant la naissance, on partageait plus ou moins équitablement les tâches. Pendant la grossesse, je m'en suis occupée car j'étais en arrêt. Après la naissance, il n'a jamais repris sa part des tâches. Je m'occupais de toutes les recherches sur l'éducation, le sommeil, car il n'en faisait pas. Ses parents, déjà un peu envahissants avant, l'ont été puissance 10 et il n'a jamais mis de limite. Avec la fatigue accumulée, tout prenait des proportions folles et comme il pensait que j'étais en congé de maternité, il ne comprenait pas pourquoi j'étais épuisée. Ça a amené beaucoup de rancœur d'un côté comme de l'autre. On s'est séparés quand ma fille a eu 1 an. On se redécouvre après un enfant et parfois ça amène à de gros clashs. On a vu une thérapeute de couple, mais il n'en voyait pas l'intérêt, donc on a arrêté rapidement. J'ai le cœur brisé de cette histoire-là. Mais je pense que plusieurs mamans vont se reconnaître là-dedans au niveau de toutes les recherches, éducation, sommeil, tatati tatata. J'avais l'impression que Tristan n'était pas intéressé à cet enfant-là quand au final, je me suis rendu compte que lui, c'était juste autre chose qui l'intéressait. Et je peux te confirmer que dans mon cercle d'amis,
Je connais un papa qui a fait toutes les recherches. Puis sa blonde le niaise, il l'appelle, elle disait que genre c'était sa doula puis tout parce que c'est lui qui cherchait toute l'information, mais en général, j'ai pas de difficulté à le croire, puis je pense qu'on partage beaucoup cette réalité. Je vais vous refaire un petit clin d'œil, je vais vous remettre mon adresse courriel ici, donc si jamais vous avez des histoires que vous voulez raconter par rapport à, justement, parce que moi, personnellement, ces histoires-là de beaux-parents envahissants, belle famille de l'enfer, je les lis toutes sur Reddit et j'en mange. J'adore ça, ça me fait tellement rire. Mais si vous voulez m'envoyer la vôtre, je vais vous laisser mon adresse courriel ici, puis on va pouvoir s'en parler dans une autre capsule. Ce qui m'a fâchée aussi de ce petit commentaire, c'est le congé de maternité. Beaucoup de mamans vous diront que le congé commence quand on retourne au travail. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire tout ce qu'une maman a besoin de faire pendant son congé de maternité, mais je vais quand même vous rappeler que vous avez le droit de prendre du temps pour vous et c'est vraiment nécessaire. Puis moi, c'était un conseil qui m'avait été donné au début de ma maternité et ça m'a été de l'or. Pour moi, c'était d'arrêter de vouloir tout faire les tâches pendant que bébé dort. Au contraire, de les faire pendant que bébé est réveillé. Vous mettez bébé en porte-bébé, vous passez la balayeuse. Pour lui, c'est super. En tout cas, moi, mes enfants trouvaient ça super hypnotisant, puis ils étaient super contents de cette activité-là. Sinon, plier du linge, découvrir les textures avec l'enfant, nommer les couleurs, tu sais, ça peut rapidement devenir des jeux interactifs finalement. Puis ça permet aussi que pendant les siestes, vous prenez du temps pour vous faire un petit masque beauté, pour lire votre livre ou pour vous faire un petit entraînement rapide. Bref, n'importe quoi qui vous fait plaisir, faites-le pendant les siestes. Prenez ce petit temps-là pour décanter puis décrocher, c'est vraiment important. Puis une maman qui est bien reposée puis qui prend soin d'elle prend beaucoup mieux soin de ses enfants aussi. Fait que faites-le pour vous, vous le faites pour vos enfants encore. C'est mon tout cent. Puis sinon, je suis vraiment désolée pour toi que la thérapie de couple n'ait pas fonctionné. Ma mère dirait vaut mieux être seule qu'être mal accompagnée. Donc, je te souhaite sincèrement que tu sois comblée aujourd'hui avec toi et ton petit bébé. Donc, Clarinette ici, je trouve ça super pertinent ce qu'elle mentionne. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement difficile sur la libido. Nous n'avons aucun support familial car nous vivons à l'étranger et notre première fille est très difficile. Donc, clairement, on n'a aucun temps pour nous. Enfin, surtout moi. Donc, j'ai 100 besoins à combler avant de pouvoir avoir envie de... Ça fait presque 3 ans que notre fille est née et ma libido n'est jamais revenue. J'espère qu'elle reviendra un jour. J'ai pas de solution pour toi, seulement incroyablement de compréhension et de compassion à t'envoyer. Moi aussi, moi c'est toutes mes hormones là, présentement qui flare up et qui sont débalancées, donc je m'en vais voir mon médecin prochainement pour regarder tout ça ensemble. Est-ce que c'est mon stérilet qui ne me fait plus? Pourtant, ça me faisait super bien avant. Est-ce que c'est mes fibromes qui se mêlent de tout ça? Je m'en vais consulter pour savoir, donc j'en profite quand même pour ouvrir la parenthèse. Si vous avez des trucs que vous aimeriez partager, les commentaires sont là pour ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on parle très peu, encore une fois très tabou, on n'ose pas avouer ce genre de choses-là, mais on le ressent beaucoup, surtout la femme, je pense, et on se sent en quelque part un peu obligé de repartir la machine et des fois ça peut être nécessaire, encore une fois ça peut être quelque chose qu'on ajoute à l'agenda, pas nécessairement avec le conjoint, mais avec nous toutes seules. J'aimerais quand même savoir c'est quoi vos solutions, vos petits conseils que vous avez là-dessus, puis ce que vous en pensez. Donc ici, on a François qui dit « L'entièreté de la parentalité a été notre enjeu et les 2 seules choses qui nous ont aidés étaient accepter qu'on est plus une équipe de coparents qu'un couple romantique et les 2 premières années, mais genre vraiment, faut arrêter avec les conneries de pas perdre son couple ou son romantisme ou je sais pas quoi. Vous imaginez pas la pression que ça ajoute pour rien, on est humain en fait. Et continuer de se dire je t'aime plusieurs fois par jour. Je suis tellement d'accord! Oh my god! Je suis tellement contente que quelqu'un ait mentionné ça. Moi, la phrase qui me pue au nez et qu'on me dit souvent, c'est vous étiez un couple avant d'être une famille. Je suis comme, je sais, mais je suis une personne aussi avant d'être une blonde, puis une mère, puis une amie, puis une sœur, puis une ci, puis une ça. Je suis une femme. Moi aussi, je suis là. Puis j'ai même pas nécessairement besoin de grand-chose, mais j'aimerais ça des fois juste écouter Netflix. J'ai envie d'écrire, je veux manifester, je veux faire du yoga, je veux commencer le pilates, je veux faire plus de contenu sur les réseaux sociaux, mais
j'ai pas le temps. Faut aussi remplir son vase à nous, parce que là, on le déverse énormément sur nos enfants, puis là, en plus, il faut le déverser dans notre couple. Je suis bien d'accord qu'il faut en mettre dans le couple, sauf que dans la personne aussi. Fait qu'on revient à son deuxième point. Son deuxième point étant arrêter de s'attendre à ce que l'autre devine nos besoins / fasse exactement ce qu'on veut. On dirait que je discute avec mon ami présentement. Je suis 100% d'accord, encore une fois. Ah oui, en bonus, à la naissance de la deuxième, on a décidé que rien de ce qui s'était dit la nuit ne comptait car on n'était pas les mêmes personnes entre minuit et 5 heures du matin. C'est une très 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 bonne idée, je trouve. Je pense qu'on va épingler celle-là, puis on va dire que c'est... En tout cas, pour moi, c'est ce commentaire-là qu'on met de l'avant, on l'imprime, puis on le met à l'entrée de la maison. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, ce genre de petit thread Reddit que je vous lis et qu'on peut échanger entre nous. Comme je vous ai vraiment souvent dit pendant cette capsule-ci, d'échanger en commentaire, c'est que je trouve que c'est vraiment pertinent, justement, ce genre de sujet-là, de péter l'abcès, puis de partager nos petits trucs, puis de vraiment partager notre quotidien aussi, parce que ça peut en aider d'autres et ça peut juste tout simplement nous permettre de se sentir un peu moins seul dans tout ça. Donc, je vous envoie plein d'amour et plein de belles pensées et on se dit à dans 2 semaines!